Et je vais céder la parole à mesdames Christine Chevret-Castellani et Sarah Labelle. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis, Christine et moi, d'être présentes à ce colloque Sciences et Sens de l'intelligence artificielle qui nous permet de présenter les travaux de recherche que nous menons depuis quelque temps en sciences de l'information et de la communication. Alors, pour commencer, nous avons choisi de préciser ce pourquoi on s'intéresse à un dispositif du droit tel que la régulation quand on travaille en communication. Donc, les sciences de l'information et de la communication s'intéressent à la nature des processus de communication et nous considérons ces processus à la fois en tant que pratique sociale, on échange des idées, des points de vue pour construire notre sociabilité grâce à des processus de communication, et en tant que dispositif technique, on s'appuie sur des outils, des objets qui vont mettre en forme et qui vont permettre la diffusion et la circulation de ces idées et points de vue. Et nous prenons en compte l'épaisseur symbolique de ces pratiques et dispositifs. Nous portons une attention tout à fait particulière à la manière dont les savoirs et la culture, c'est-à-dire ce qui constitue le cœur du social, se forment. Donc la technique est appréhendée de façon spécifique en sciences de l'information et de la communication car elle est constituée comme étant indispensable à toute communication. L'écriture, c'est une technique qu'inventent les hommes et c'est une technique qui n'est pas seulement utile, mais elle va modifier aussi la manière dont on va penser le monde, notre rapport au monde et de s'organiser. Donc il s'agit de regarder comment les techniques sont produites par les hommes et mobilisées dans certaines intentions et comment elles relèvent de certains pouvoirs. Donc nous avons cherché à constituer les algorithmes en objets de recherche et en partant de ce contexte théorique, nous sommes interrogés sur la façon dont ces derniers, et ça a déjà été précisé à plusieurs reprises ce matin, sont des méthodes de calcul complexes. Et l'important pour nous, en tant que chercheuses en sciences de l'information et de la communication, c'est de prendre acte de cette dimension technique et de sa complexité. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un seul objet technique, mais un ensemble complexe d'objets qui vont intervenir dans un processus social ou organisationnel. Donc en fait, la nature de l'algorithme va dépendre évidemment des modes de collecte, de traitement des données. L'intervention de Younes Benani l'a bien précisé tout ça. Donc c'est un dispositif qui va réaliser un programme défini en vue de satisfaire une pratique sociale. Et c'est donc ça qui va nous interroger. C'est donc un objet hétérogène qui va dépendre aussi des stratégies et des organisations dans lesquelles il peut être employé. En outre, les algorithmes sont de formidables objets de discours. Donc le fait même qu'aujourd'hui, il soit moins question d'algorithmes et plus d'intelligence artificielle, c'est pas seulement le colloque, c'est dans la presse, dans les discours des acteurs publics et privés, il y a eu un glissement qui s'est effectué dans les dernières années, montre bien que le choix des mots pour désigner des réalités techniques complexes s'inscrit aussi dans des contextes et dans des manières dont on va vouloir chercher à faire passer un message. Et donc on va souligner la richesse du langage, les tendances, les effets de mode qui traversent les logiques d'action et les politiques publiques. Comme tout objet auquel on s'intéresse dans une démarche scientifique, les objets sont donc à la fois des objets matériels qui fonctionnent au sein des machines et qui demandent à être objectivés, ce que nous avons donc essayé de faire. Pour cela, nous avons cherché à comprendre la manière dont les algorithmes sont devenus un objet de droit en vue de l'importance croissante des enjeux politiques et économiques sous-jacents à leurs usages dans de nombreuses activités sociales. Nous avons dès lors cherché à identifier les manifestations concrètes de cette volonté de réguler les algorithmes. Et pour cela, nous avons analysé la manière dont différents acteurs sociaux ont été impliqués dans des processus de communication extrêmement fréquents, on va dire, sur ces questions. Nous avons repéré comment, parmi ces processus, les rapports, d'une part, les ateliers et les rencontres, d'autre part, sont des espaces qui favorisent la circulation des valeurs et permettent de repérer des logiques de pouvoir. C'est ainsi que nous avons identifié l'injonction à l'innovation dans la régulation. L'injonction se constitue non seulement par l'affichage et la prolifération de mots d'ordre qui visent à faire agir, mais encore par la promotion de certaines logiques d'action. Ici, nous verrons plus
particulièrement la manière dont l'innovation est constituée comme une manière privilégiée de produire la régulation dans une perspective libérale de développement des acteurs économiques, et aussi du fait que l'innovation s'entend aussi bien dans les dispositifs à produire que dans les relations que peuvent entretenir les acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Notre enquête a commencé en 2015 dans le cadre de la préparation de la loi pour une république numérique du 7 octobre 2016. Elle a impliqué en amont l'analyse de rapports publics, puis l'observation et l'analyse de dispositifs de consultation publique et de manifestation qui se sont déroulés à Paris, et enfin de procéder à des entretiens. Notre enquête a démarré avec l'observation du dispositif autour de la loi pour une république numérique de 2016, et en particulier celui qui a favorisé la coécriture de la loi. Et nous avons également procédé à une observation de la consultation publique du Conseil national du numérique qui portait sur la régulation des plateformes et qui a impliqué d'évoquer la question de l'intelligence, à ce moment-là plutôt des algorithmes. Donc nous avions à ce moment-là dégagé des conclusions sur la manière dont les pouvoirs publics insistent sur la nécessité de réguler et font converger différents types d'acteurs autour de cette nécessité qui est alors justifiée par l'idée d'une transformation sociale par le numérique. Après la promulgation de la loi, Axel Lemaire, alors secrétaire d'État à l'économie numérique, avait invité différents types d'acteurs et surtout des administrations à travailler sur cette question des algorithmes. Et à ce moment-là, les autorités administratives indépendantes, la CNIL en particulier, et également le Conseil national du numérique, ont été amenés à se saisir du sujet. Et l'année 2007 est une année particulièrement intense où le travail de beaucoup d'acteurs donc consiste à aller au-devant des citoyens, des consommateurs et des acteurs privés. Entre 2017 et ceci jusqu'à aujourd'hui, les rencontres entre les différents types d'acteurs se sont donc multipliées et nous avons procédé à ce moment-là à quelques observations de manifestations, 6 au total, qui étaient significatives de la pluralité des acteurs en présence depuis le lancement de la consultation du CNUM sur la régulation des plateformes jusqu'au forum de gouvernance de l'Internet. Pour compléter ces observations de manifestation, 3 entretiens ont été effectués. Les personnalités choisies étaient représentatives des acteurs engagés dans ces questions de la régulation de l'intelligence artificielle. Il s'agit de Simon Chignard, qui est notamment conseiller stratégique de la mission Etalab, de Perica Susevic, qui en a été le directeur adjoint, mais qui a été aussi auditionné par Paola Forteza, donc députée de La République En Marche au moment du projet de charte numérique, et donc projet de charte qui comprenait des points justement sur les décisions automatisées par les algorithmes. Enfin, nous avons réalisé des analyses de contenu de rapports publics sur le numérique, rapports qui ont été publiés entre 2014 et 2018. Le rapport du Conseil d'État qui porte sur numérique et droits fondamentaux de 2014 est aujourd'hui considéré comme un rapport vraiment fondateur des réflexions sur les algorithmes, et ceci nous a été confirmé par Perica Susevic. Le traitement du contenu des rapports est un traitement lexicométrique. Ceci nous a permis de voir comment la question de l'intelligence artificielle apparaît dans le discours des pouvoirs publics, et en particulier qu'elle apparaît en 2017 avec le rapport de la CNIL qui s'intitule « Comment permettre à l'homme de garder la main ? Les enjeux éthiques des algorithmes et de l'intelligence artificielle ». Merci. Nous avons ainsi pu voir que dans les rapports est produit un cadre pour répondre aux enjeux. En particulier, la question de l'intelligence artificielle est liée à celle de l'éthique, et pas uniquement dans le rapport de Cédric Villani de 2018. Dans le cadre de notre recherche, cette méthode quantitative lexicométrique a été complétée par une approche qualitative du discours. Donc, à partir de ce traitement automatisé des rapports publics, nous avons pu établir un premier résultat de notre enquête en repérant l'usage de termes qui sont constitués en jalons pour désigner les conditions de mise en œuvre de la régulation des algorithmes. Ces termes, c'est ce qu'on a appelé les motifs.
Alors, nous avons considéré en fait que ces termes constituent des motifs des discours. Alors, nous avons élaboré, c'est un concept en fait qu'on a élaboré pour désigner des formes langagières présentes dans les discours pour désigner des phénomènes communicationnels. Donc il en existe de nombreux. Alors je vous en donne quelques-uns. Par exemple, le buzz, l'interactivité, la dématérialisation sont les plus mobilisés dans le langage courant. Donc les motifs, ce sont des figures qui reposent sur des imaginaires de la communication. Alors souvent, ces propositions s'appuient sur une vision logistique de la communication qui vont repérer un émetteur, un récepteur, un message ou un signal qui passe par un tuyau, d'une part, et qui vont insister sur l'opérativité de la communication, c'est-à-dire sur son efficacité, sa capacité à fonctionner correctement. Or, c'est une manière un peu pauvre de penser la communication. Pour notre part, nous nous inscrivons plutôt dans une approche culturelle, c'est-à-dire symbolique et sociale de la communication, et cette approche considère la manière dont les hommes et les femmes, les organisations et les institutions matérialisent la communication par ses formes, l'inscrivent dans des dispositifs de pouvoir, la mettent en œuvre opérationnellement. Ainsi, avec ces motifs et leur repérage, on peut désigner des formes fantasmées de la communication. Donc voici une définition que nous proposons pour cette notion. Ce sont des termes qui offrent aux acteurs l'occasion de définir leur rôle et de mettre en avant les valeurs portées par leurs actions. Dans le cadre de nos recherches, nous avons pu voir apparaître les notions de transparence et de loyauté pour définir un cadre à la régulation des algorithmes. Nous avons observé une certaine homogénéisation des discours sur la régulation autour de ces quelques termes. Alors d'autres, par exemple, c'est responsabilité, explicabilité, redevabilité. Et ces termes ont deux caractéristiques. D'une part, ils appartiennent à un lexique à tendance technique qui repose sur une expertise, celle de considérer les dispositifs techniques comme ayant des conséquences sur la réalité des pratiques sociales. D'autre part, ils vont renvoyer à des imaginaires de la relation entre l'homme et la technique et à des modalités souhaitables de cette relation. Donc les termes utilisés possèdent dans l'esprit de chacun une représentation, sont des notions qui sont heuristiques et qui vont permettre de désigner facilement les enjeux, et cela même s'ils appartiennent à des espaces sociaux très différents. Par exemple, dans le domaine du droit pour loyauté et responsabilité, et plutôt dans les domaines du gouvernement pour la transparence et la redevabilité. Nous avons repéré deux motifs principaux dont nous avons cherché à analyser le fonctionnement. Le premier, il s'agit de transparence et loyauté. Le premier élément qu'on a fait ressortir, c'est la manière dont le terme va servir à définir plus précisément ce que doit être et doit faire un algorithme. Ainsi, les motifs définissent le rapport possible avec ce dispositif et les conditions de sa mise en œuvre sociale. En ce qui concerne le terme de loyauté, on va observer une relative stabilité dans la manière de le définir. On a indiqué quelques exemples ici, et il va apparaître évident qu'il s'inscrit en lien avec une culture juridique du droit de la concurrence. Ainsi, quand les acteurs des rapports inscrivent leurs motifs dans la préservation du droit à la concurrence, le terme d'algorithme est considéré comme un produit informatique réalisé en fonction d'une intention ou d'une stratégie. Donc les emplois de ce terme sont stables, mais les définitions vont s'ajuster pour correspondre aux attentes en termes de régulation. La deuxième caractéristique de ces motifs est de venir nourrir le débat sur la régulation. Les motifs jouent un rôle central dans le cadrage par les définitions et les filiations avec des notions installées en droit. Et ça, vraiment, Perica Susevich, qui est donc le juriste aussi de la DINSI, de la direction interministérielle, qui s'appelle DINUM maintenant, direction du numérique de l'État. Donc il faut qu'il y ait un univers de référence pour produire des lois sur des évolutions technologiques. Donc lors de nos entretiens, nos différents interlocuteurs ont insisté sur l'importance de la coexistence de ces différents termes parce qu'elles possèdent des synergies, selon Thomas Saint-Aubin, mais aussi parce qu'elles peuvent agir en contrepoids les unes des autres, selon Simon Chignard. Ces termes se complètent ou se remplacent dans les discours. Ainsi, on va observer la disparition progressive du motif de la transparence, très ancien dans le champ politique, par celui de l'explicabilité. Ceci peut s'expliquer par la prise de conscience de la difficulté à donner à voir du code informatique, à le rendre accessible à tous, compréhensible par tous, et qu'il va être préférable de fournir des documents intermédiaires qui vont donner des explications. Donc les glissements observés dans les modes de désignation de la régulation sont révélateurs
révélateur des relations, des notions entre elles, mais aussi de la manière dont les différents acteurs, publics et privés, cherchent à établir des cadres d'action. Pour définir ces cadres d'action, les motifs jouent un rôle à 3 niveaux. Tout d'abord, que ce soit dans les rapports ou dans les événements publics, les catégories mobilisées sont définies pour proposer aux industries marchandes, dont le service repose sur un traitement algorithmique et en particulier aux plateformes, des modalités de présenter le rôle des algorithmes. Il va s'agir de définir le rapport possible entre le dispositif technique et les conditions de son appropriation sociale. Donc les valeurs sous-jacentes aux motifs servent à favoriser l'acceptabilité. C'est un peu ce que disait tout à l'heure Anne Camilleri. Ensuite, ces cadres d'action ne visent pas à encadrer la production des algorithmes, mais à définir les dispositifs matériels qui permettent de comprendre leurs conditions d'usage, ce qui est complètement différent, et de proposer la création de dispositifs de médiation, et notamment l'intégration de valeurs dans ces dispositifs. Donc Christine va revenir sur ces cadres. Et enfin, les dispositifs les différents motifs utilisés et mobilisés successivement reposent sur un phénomène commun. Il s'agit de ne pas devoir être redéfinis au fur et à mesure de l'évolution technologique. Il s'agit pour le droit de s'inscrire dans un espace propice au développement industriel et économique. Et donc, maintenant, nous allons voir quels sont les différents types de cadres d'action qui sont mis en avant. Alors, ce qu'on entend ici par panoplie nous renvoie à des dispositifs hétérogènes dont les individus peuvent se saisir pour agir. On entend aussi par panoplie donc des ressources qui sont disponibles et dont ces acteurs dans lesquels les acteurs peuvent se servir. Nous avons délimité plusieurs dispositifs: l'inscription dans le droit de principe, l'autorégulation et la co-régulation entre acteurs publics et acteurs privés. Tout d'abord, l'inscription dans le droit comme dispositif de la panoplie. Les principes tels que la transparence et la loyauté sont inscrits dans le droit. C'est notamment le cas dans la loi pour une république numérique et dans le décret du 14 mars 2017. Concernant les données de santé, ce à quoi on a pu assister, c'est justement des discussions qui ont eu lieu entre Paola Forteza et Cédric Villani. Et concernant ce type de données très sensibles, eh bien, l'inscription dans le droit du traitement algorithmique avait été estimée comme devant faire l'objet d'un encadrement juridique par Paola Forteza. À la suite de ces discussions avec Cédric Villani, elle dit qu'elle a révisé son jugement et que manifestement Cédric Villani étant peu favorable à un type d'encadrement trop rigide, donc parce que cet encadrement ferait obstacle à la recherche scientifique et que en fait la recherche scientifique devrait pouvoir bénéficier de ce type de données. Par conséquent, donc Paola Forteza a préconisé plutôt de libérer ce type de données pour que les startups du domaine de la santé puissent en bénéficier, tout en posant des conditions d'utilisation et en refusant par ailleurs le stockage. Alors, comme deuxième dispositif de la panoplie, l'autorégulation, tout comme le règlement général sur la protection des données du 25 mai 2018 est présenté comme nécessitant la responsabilisation des acteurs, ça c'est ce qu'on a entendu de Paola Forteza. L'autorégulation est désormais également promue concernant ce que font remonter les algorithmes, par exemple, sur les plateformes, et dans ces pratiques de responsabilisation des acteurs, des internautes en particulier, on a donc le signalement des contenus notamment. Mais il faut également entendre par autorégulation des acteurs le fait que les acteurs sont aussi invités à chercher des solutions dès la conception des systèmes, à l'instar du Privacy by Design dont il a été question justement tout à l'heure, dont Privacy by Design qui est déjà promu à l'échelle européenne. Et ces solutions sont recherchées par des organismes tels que l'INRIA, qui œuvrent à développer des algorithmes. Et je cite le rapport du Conseil d'État de 2017, ces algorithmes doivent être responsables par construction ou qu'il y ait des mécanismes d'arrêt d'urgence, ou encore je cite, donc un bouton Asimov. Cette incitation à trouver des solutions techniques est aujourd'hui envisagée comme une autorégulation par les acteurs privés. En ce qui concerne la co-régulation entre les acteurs privés et les acteurs publics, elle est justifiée, cette co-régulation, au regard
du cadre juridique de l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui gouverné par l'incertitude. Et ainsi, Perica Susevic souligne cette incertitude concernant les pratiques issues de traitements algorithmiques. Et dans l'audition initiée par Paola Fartesa à l'Assemblée nationale le 12 juin 2018 concernant la charte numérique que j'évoquais tout à l'heure, donc il considère qu'il est prématuré de figer dans le droit la question. Donc c'est la raison pour laquelle la co-régulation est promue. Par ailleurs, dans un contexte où il est question d'incertitude, donc la coopération aussi des autorités administratives indépendantes apparaît comme nécessaire. En effet, donc il y a des algorithmes par rapport auxquels il devrait être possible de poser un cadre concernant les pratiques de filtrage. Et ainsi, l'ARCEP notamment préconise la nécessité d'un ajustement constant de la régulation. Je vais passer peut-être un peu vite. Là, je vais passer un petit peu vite sur la dernière pour arriver à nos conclusions. Donc, les conclusions auxquelles nous sommes parvenus concernent justement en fait l'évolution des désignations, c'est-à-dire que nous avons progressivement vu apparaître différents principes devant gouverner la régulation des algorithmes, la transparence et la loyauté, puis la clarté et l'explicabilité. Nous avons pu voir également des reformulations de la régulation avec des conceptions variées, voire opposées, et la promotion de nouveaux droits, notamment la CNIL qui tend à promouvoir des droits systèmes, qu'elle renvoie aujourd'hui donc à des droits qui sont relatifs à la protection des données personnelles. Enfin, il y a également une promotion de la création de dispositifs de régulation par les acteurs eux-mêmes, comparables à ceux existant dans les systèmes pour la protection de la vie privée, à l'instar du Privacy by Design. Enfin, nos conclusions portent également sur la multiplication des espaces de médiation au sein desquels différents types d'acteurs se frottent, en particulier l'augmentation du nombre de manifestations qui favorisent ces rencontres et qui constituent des lieux de débat et d'échange. Et ces espaces de médiation amènent les acteurs à confronter leurs normes et leurs valeurs, et ces dernières engagent dans des processus de production en même temps que ces normes et ces valeurs les travaillent. Enfin, la manière dont est promue l'éthique nous est apparue comme un moyen de détourner l'attention politique par rapport aux mécanismes de pouvoir inhérents à l'intelligence artificielle, alors même que certains informaticiens, comme par exemple Myriam Marzouki, que nous avons entendu dans une nuit du droit, eh bien, préconisent l'interdiction pure et simple du deep learning. C'est pour la transition. Merci de votre attention.